Pourquoi le sang des bâtisseurs fut-il le premier mortier des châteaux forts, et comment la simple ambition d'un seul homme pouvait-elle transformer une colline paisible en un monument de terreur et de pierre? La réponse n'est pas dans les chroniques des rois, mais dans la boue et la sueur de milliers d'anonymes. La construction d'un château n'était pas un acte de création, c'était une guerre. Une guerre menée non pas contre un ennemi lointain, mais contre la nature, contre la gravité et surtout contre le temps. Chaque jour de retard était une invitation au désastre. Les voisins cupides, les vassaux rebelles ou même un frère jaloux n'attendaient là qu'un signe de faiblesse. Ainsi, le chantier devenait un camp militaire. Des palissades de bois ceinturaient le périmètre, non pour protéger les ouvriers, mais pour les empêcher de fuir et pour repousser les raids éclairs des rivaux. Des sentinelles armées arpentaient les échafaudages précaires, leurs yeux scrutant autant l'horizon que les visages las de leurs compagnons. La trahison pouvait naître d'une simple miche de pain offerte par un espion. Le véritable ennemi, cependant, était le chantier lui-même. Imaginez des centaines d'hommes, pieds nus dans la boue glaciale, hissant des blocs de pierre pesant des centaines de kilos à l'aide de cordes de chanvre et de poulies rudimentaires. La grande roue, cette cage à écureuil pour humains, tournait sans fin, actionnée par la force de leurs jambes. Un pas manqué, une corde qui cède, et c'était la mort. Pas une mort héroïque sur un champ de bataille, mais une fin anonyme, écrasée sous la pierre ou précipitée dans le vide. Les chroniques monastiques, souvent laconiques, mentionnent parfois un accident de chantier, mais elles ne décrivent pas le cri, le craquement des os, ni le silence qui suivait. La sécurité était un luxe inconnu, la vitesse était la seule vertu. Le seigneur, depuis sa tente, ne comptait pas les morts, il comptait les pierres posées. Chaque pierre du château a un prix, et ce prix, le plus souvent, se payait en vies humaines. On estime que le taux de mortalité sur certains grands chantiers médiévaux dépassait celui de nombreuses batailles. La logistique relevait du cauchemar. Il fallait acheminer des milliers de tonnes de pierres depuis des carrières parfois lointaines, sur des routes qui n'étaient que des pistes de terre. Les chariots à bœufs s'embourbaient, les essieux se brisaient. Il fallait du bois, des quantités phénoménales de chênes centenaires pour les charpentes, les échafaudages, les portes. Des forêts entières étaient rasées. Il fallait du fer pour les clous, les charnières, les herses extraits et forgés dans des conditions infernales. Et il fallait nourrir cette armée de bâtisseurs. Des convois de nourriture, cible parfaite pour les bandits ou les ennemis, devaient arriver sans faute. Une rupture d'approvisionnement ne signifiait pas seulement un retard. Elle signifiait la faim, la grogne et potentiellement une révolte. Une révolte sur un chantier de château n'était pas une grève, c'était un massacre. Les meneurs étaient appendus aux poutres des échafaudages, pour l'exemple. Le message était clair, la volonté du Seigneur est aussi dure que la pierre qu'il fait tailler. Au milieu de cette fureur, le maître d'œuvre, cet architecte sans parchemin ni diplôme, était un homme qui jouait sa vie à chaque décision. Il travaillait à l'instinct, par expérience, transmettant son savoir oralement. Une erreur de calcul dans les fondations, une mauvaise appréciation de la poussée d'une voûte, et c'était l'effondrement. Un effondrement qui pouvait non seulement tuer des dizaines d'ouvriers, mais aussi ruiner le Seigneur et signer l'arrêt de mort de l'architecte lui-même. La pression était constante. Il devait composer avec des matériaux imparfaits, une main-d'œuvre non qualifiée et souvent récalcitrante, et les caprices d'un commanditaire impatient qui ne comprenait rien à l'art de bâtir, mais tout à l'art de punir. Ces hommes, dont les noms sont pour la plupart perdus, étaient les véritables créateurs de ces géants. Ils n'ont pas laissé de plans détaillés, mais des chefs-d'œuvre de pragmatisme brutal et d'ingénierie intuitive. Et puis, il y avait la peur qui suintait du sol même. Les bâtisseurs n'étaient pas seulement des ouvriers, ils étaient des hommes du Moyen-Âge pétris de superstitions. Chaque accident était un mauvais présage, chaque tempête une colère divine. Pour apaiser les esprits de la terre que l'on violentait en creusant les fondations, des sacrifices étaient nécessaires. On ne parle pas seulement de prières, des légendes tenaces, retrouvées dans toute l'Europe, parlent de victimes emmurées, vivantes, dans les fondations pour garantir la solidité de l'édifice. Un enfant, une femme, un soldat capturé. Si les preuves archéologiques directes sont rares, la persistance de ces récits révèle une vérité psychologique profonde.
Le château était perçu dès sa naissance comme une entité affamée, une idole de pierre qui réclamait du sang pour s'animer. Le château n'est pas né de l'architecture, mais de la peur. La peur de celui qui le construit et la terreur qu'il veut inspirer. Seriez-vous capable de sacrifier une vie innocente pour assurer la pérennité de votre œuvre et la sécurité de votre famille? Cette question, qui nous semble monstrueuse, était peut-être une terrible réalité pour l'homme médiéval. L'édifice qui s'élevait lentement vers le ciel n'était pas un foyer, c'était une arme. Chaque tour était une menace, chaque meurtrière un œil mauvais regardant la campagne. Sa construction appauvrissait la région, détournait les récoltes, enrôlait de force les paysans qui laissaient leurs champs en friche. La haine et le ressentiment des populations locales grandissaient au même rythme que les murailles. Le château s'érigeait sur un sol de larmes et de malédictions bien avant que le premier ennemi n'apparaisse à l'horizon. C'était une cicatrice de pierre sur le visage de la terre, un défi arrogant lancé à Dieu et aux hommes. Le processus était lent, terriblement lent. Des années, parfois des décennies. Une vie entière pouvait s'écouler entre la pose de la première pierre et celle de la dernière tuile du donjon. Le seigneur qui avait ordonné sa construction ne le voyait parfois jamais achevé. Son fils héritait du projet, de ses dettes et de ses ennemis. Des générations d'ouvriers se succédaient, pères et fils, travaillant sur le même mur. Le château devenait une créature organique qui grandissait par à coup, changeant de forme au gré des nouvelles techniques de siège ou des ambitions changeantes de ses maîtres. Une tour ajoutée ici, une courtine épaissie là, il portait en lui les cicatrices de sa propre naissance, les changements de plan, les sections bâties à la hâte et celles construites avec plus de soin. La technologie, bien que primitive, était empreinte d'une ingéniosité remarquable. Les échafaudages, en apparence fragiles, étaient conçus pour supporter des charges énormes. Les engins de levage, comme la grue à cage d'écureuil, démultipliaient la force humaine. Les maçons développèrent des mortiers de chaux d'une résistance exceptionnelle dont certains sont encore intacts aujourd'hui. Ils savaient orienter le château par rapport au soleil, au vent dominant, au point d'eau. Ils pensaient en termes de défense à chaque étape. Les escaliers en colimaçon tournaient toujours dans le même sens pour gêner un attaquant droitier montant à l'assaut. Les portes étaient protégées par des herses et des assommoirs. Les puits étaient creusés à l'intérieur des murs pour résister à un siège. Chaque détail architectural était une réponse à une menace potentielle. Lorsque la dernière pierre était enfin posée, un sentiment étrange devait s'emparer des survivants. Un mélange d'épuisement, de fierté et peut-être de crainte. Le monstre était terminé. Il se dressait, dominant la vallée, projetant son ombre sur les villages. Il n'était plus un chantier, mais un centre de pouvoir. Le bruit des marteaux et des ciseaux laissait place au cliquetis des armes et au murmure des courtisans. La boue et le sang étaient lavés, recouverts par des tapisseries et des jonchés d'herbes odorantes. Mais la violence de sa naissance restait imprégnée dans les murs, invisible mais palpable. Le château était prêt à remplir sa fonction. Il n'attendait plus que les acteurs du drame qui allaient se jouer en son sein. Et ce drame commença lorsque la cour du nouveau seigneur se réunit pour la première fois dans la grande salle pour un banquet censé célébrer la paix et la puissance. Ce fut une célébration de la force brute. Au centre, sur une estrade, la table du seigneur. Lui, sa famille et ses invités de plus haut rang. En contrebas, dans le bruit et la fureur, ses chevaliers, ses vassaux, les hommes qui formèrent l'ossature de son pouvoir. La hiérarchie était gravée dans l'espace même. Plus on était proche du Seigneur, plus on était important. Plus on était loin, plus on se rapprochait de la porte et du néant social. Savez-vous que la place à table lors d'un banquet pouvait déclencher une guerre féodale ? Un simple affront protocolaire, un vassal placé en dessous d'un rival, et le vin de la fête pouvait se transformer en sang. Le château était devenu une scène de théâtre, et la grande salle était son acte d'ouverture, un lieu où la parole était une arme bien plus tranchante qu'une épée. Chaque toast était un serment ou une menace. Chaque conversation à voix basse, une conspiration potentielle. Vous êtes le maître d'œuvre qui a survécu au chantier. Le Seigneur vous offre une récompense, une bourse d'or ou le poste de gouverneur de la tour la plus dangereuse. La bourse vous assure une retraite paisible, le poste vous offre le pouvoir, mais pourrait vous coûter la vie au premier assaut.
Que choisissez-vous, l'horreur ou le pouvoir? Écrivez votre choix dans les commentaires. La cour qui s'agitait sous les hautes voûtes de la grande salle n'était pas une assemblée d'amis. C'était une meute de loups, unis par la nécessité mais prêts à s'entre-déchirer pour une part plus grosse du butin. Le seigneur, au sommet de cette pyramide de violence, ne régnait pas par amour, mais par une distribution savante de faveurs et une démonstration constante de cruauté. Son pouvoir reposait sur sa capacité à inspirer la loyauté chez certains et la terreur chez tous les autres. Les banquets n'étaient pas des célébrations, c'étaient des outils politiques. C'est là qu'on affichait sa richesse en servant des plats extravagants comme des cygnes rôtis recousus dans leurs plumes. C'est là qu'on humiliait un rival en lui servant un vin de moins bonne qualité. C'est là qu'on scellait des alliances en mariant sa fille de 6 ans au fils quinquagénaire d'un voisin puissant. La fillette, terrifiée, n'était qu'un pion sur l'échiquier. Le château était le plateau de jeu. Dans la grande salle, un sourire poli cachait plus de poignards qu'une armure de soldat. Derrière chaque lourde tapisserie représentant une chasse à courre ou une scène biblique, une oreille pouvait traîner. Les espions étaient de partout. Un page qui remplissait votre coupe, une servante qui refaisait votre lit, même le bouffon sous ses airs de folie était souvent l'informateur le plus précieux du seigneur. La paranoïa était l'air que l'on respirait. On apprenait à parler sans rien dire, à observer sans regarder, à déceler les intentions cachées derrière chaque mot de courtoisie. L'étiquette, ce code complexe de salutation, de préséance et de gestes, n'était pas un simple formalisme. C'était un chant de mine, une révérence mal exécutée, un mot de trop, et l'on pouvait finir sa vie dans les oubliettes, ces cachots humides, où la lumière du jour était un souvenir lointain. Et que dire de la justice du Seigneur? Elle était rendue ici même, dans la grande salle, transformée pour l'occasion en tribunal. Il n'y avait pas d'avocat, pas de jury. Le Seigneur était à la fois juge et partie. Sa décision était immédiate, irrévocable. Pour un vol de pain, on pouvait avoir la main coupée sur le champ. Pour un soupçon de trahison, c'était la pendaison ou la décapitation dans la cour, devant tous les habitants du château assemblés pour la leçon. La pitié était une faiblesse que le Seigneur ne pouvait se permettre. Sa survie dépendait de l'ordre impitoyable qu'il faisait régner. Le château, par sa nature même, exigeait une discipline de fer. Il était une enclave de lois arbitraires dans un monde déjà violent. Les alliances se faisaient et se défaisaient au gré des intérêts. Le poison était un invité fréquent à la table des puissants. Indétectable, silencieux, il était l'arme parfaite pour éliminer un concurrent sans déclarer une guerre ouverte. On se méfiait de tout. Du vin dans sa coupe, du plat que l'on vous servait. Le seigneur avait son propre goûteur, un misérable dont le seul rôle était de risquer sa vie à chaque repas. Si le goûteur survivait, le seigneur pouvait manger. C'était cela, la vie quotidienne au sommet du pouvoir. Un luxe ostentatoire baignant dans une peur constante de la mort. Le lit à baldaquin, somptueusement décoré, n'était pas seulement un signe de richesse, ces lourds rideaux servaient aussi à se protéger des courants d'air et des assassins qui auraient pu se glisser dans la chambre pendant la nuit. Les femmes de la noblesse jouaient un rôle central dans ce jeu mortel. Elles étaient la monnaie d'échange la plus précieuse. Un mariage pouvait unir 2 familles ennemies, apporter des terres, des titres, des armées. Mais une fois mariée, la dame du château entrait dans un nouvel univers d'intrigue. Elle devait assurer une descendance, de préférence un fils, pour garantir la lignée. Faillir à cette tâche pouvait signifier la répudiation, l'enfermement dans un couvent. Elle devait gérer l'intendance colossale du château, superviser les serviteurs, les stocks de nourriture, les finances, et elle devait naviguer dans les courants dangereux de la cour, se créant son propre réseau d'alliés et d'informateurs. Certaines s'effaçaient, d'autres devenaient des expertes en manipulation, exerçant un pouvoir immense depuis l'ombre. Imaginez l'atmosphère dans les longs couloirs froids et sombres la nuit. Le vent s'engouffrait dans les meurtrières en sifflant comme une âme en peine. Les torches projetaient des ombres dansantes qui semblaient prendre vie. Chaque craquement du bois, chaque bruit de pas lointain pouvait être celui d'un ami ou d'un ennemi. Le château n'était jamais vraiment silencieux. Il respirait, il gémissait, il gardait la mémoire de tous les secrets, de toutes les larmes et de tout le sang versé en son sein.
Les histoires de fantômes qui hantent les vieux châteaux ne sont peut-être que l'écho de cette tension psychologique insoutenable, la matérialisation des peurs qui rongeaient le cœur de ses habitants. La vie de cour n'était pas seulement faite de complots, il y avait aussi des moments de divertissement, mais même ceux-ci étaient codifiés. Les troubadours et les poètes chantèrent les exploits des chevaliers et l'amour courtois, créant un idéal romantique qui contrastait violemment avec la réalité brutale des relations humaines. La chasse, activité favorite de la noblesse, n'était pas un simple loisir. C'était un entraînement à la guerre, une démonstration de virilité et de courage. Mais là encore, un accident de chasse était si vite arrivé. Une flèche qui dévie de sa trajectoire pouvait opportunément éliminer un héritier gênant. Au château, la mort n'était jamais loin, même au milieu des rires et des chants. Cette façade de faste et de culture, cette vie réglée par l'étiquette et la poésie, reposait sur une base invisible et souffrante. Pour chaque noble en habit de soie, il y avait des dizaines de serviteurs en haillons. Pour chaque plat délicat servi à la table du seigneur, il y avait des marmitons qui travaillaient dans une chaleur et une saleté insoutenables. La splendeur de la grande salle était rendue possible par un monde souterrain de labeur et de misère, un monde qui avait ses propres règles, ses propres drames et sa propre guerre silencieuse pour la survie. Un monde caché derrière le mur du seigneur, dont les habitants étaient tout aussi prisonniers du château que leur maître. Le contraste était absolu. La lumière des chandeliers de la grande salle ne parvenait jamais jusqu'au recoin sombre où s'affairait cette armée de l'ombre. Les cuisines du château étaient un véritable enfer sur terre. Des pièces basses de plafond, noires de suie, où d'immenses feux brûlaient en permanence. La chaleur y était étouffante, la fumée piquait les yeux et la gorge. L'odeur était un mélange insoutenable de viande rôtie, de déchets en décomposition et de sueur humaine. C'était un royaume de bruit et de fureur, dirigé d'une main de fer par le maître queue. Des dizaines de personnes s'y affairaient du lever au coucher du soleil. Marmitons, plongeuses, tournebroches, garçons de cuisine. Le travail était éreintant, les brûlures et les coupures quotidiennes. La nourriture qu'ils préparaient pour les tables des nobles, ils n'y goûtaient que rarement. Leur propre régime se composait des restes, des abats, d'un pain noir et grossier. Pour chaque coupe de vin bu en haut, des seaux de sueur et de larmes étaient versés en bas. Ce monde des serviteurs était un microcosme, un État dans l'État, avec sa propre hiérarchie, ses propres rivalités et ses propres dangers. La survie dépendait de la capacité à se faire une place, à éviter les coups et les punitions, à grappiller quelques avantages. La discipline était féroce. Le moindre vol, la moindre incartade était puni avec une extrême sévérité. Mais la plus grande menace n'était pas le fouet du contremaître, c'était l'hygiène, ou plutôt son absence totale. Les ordures et les os usés des cuisines, des latrines, de tout le château étaient simplement jetés dans les douves ou dans un coin de la cour. Ces amoncellements d'immondices attiraient les rats et les insectes et devenaient des foyers d'infection. Les latrines, souvent de simples sièges de pierre au-dessus du vide, déversaient leur contenu le long des murs extérieurs. L'odeur, surtout en été, devait être pestilentielle. Dans ces conditions, la maladie était l'ennemi numéro 1 du château, bien plus redoutable que n'importe quelle armée ennemie. Une simple épidémie de dysenterie, de typhus ou de fièvre des prisons pouvait décimer une garnison en quelques semaines sans qu'un seul assaut n'ait été donné. Les connaissances médicales étaient quasi inexistantes. On attribuait les maladies à la colère de Dieu, au mauvais vent ou à un déséquilibre des humeurs. Les remèdes étaient au mieux inefficaces, au pire dangereux. Une saignée pour affaiblir un patient déjà mal en point, des cataplasmes à base d'excréments. La mortalité, surtout infantile, était effroyable. Presque chaque famille, riche ou pauvre, avait perdu plusieurs enfants en bas âge. Le château, malgré ses murs protecteurs, était un incubateur de mort, un piège où les germes tuaient plus sûrement que les épées. La vie des soldats de la garnison n'était guère plus enviable. Entassés dans des casernes froides et humides, ils passaient leur journée à s'entraîner, à monter la garde sur les remparts par tous les temps et à subir une discipline de fer. Leur nourriture était simple et répétitive. Du pain, du fromage, de la bouillie et de la viande salée ou fumée.
La boisson principale était la petite bière ou le cidre, moins pour le plaisir que parce que l'eau des puits était souvent contaminée et dangereuse à boire. L'ennui était un ennemi constant, souvent combattu par les jeux de dés, l'ivresse et les bagarres. La violence était leur quotidien, même en temps de paix. Une dispute pouvait rapidement dégénérer en un duel à mort, toléré par les autorités tant que cela ne nuisait pas à l'efficacité de la garnison. Et que choisiriez-vous ? Vivre comme un serviteur dans la puanteur des cuisines, avec un ventre souvent vide, mais à l'abri des murs, ou comme un soldat sur les remparts, mieux nourri mais exposé au froid, à l'ennui et à la mort au combat. La vie de ces gens était une lutte de tous les instants. Ils avaient à leur petite joie, bien sûr, une fête religieuse, un mariage, la naissance d'un enfant, des moments de répit dans une existence de labeur. Ils avaient aussi leurs propres croyances, leurs propres chansons, leurs propres histoires. Ils se mariaient entre eux, créant des dynasties de serviteurs et de soldats liés au château depuis des générations. Ils étaient les fondations humaines de la forteresse. Sans leur travail incessant, sans leur obéissance silencieuse, le monde des seigneurs et des dames se serait effondré en un instant. Parfois, la pression devenait trop forte. La faim, l'injustice, l'épuisement, des révoltes secrètes pouvaient couver dans l'ombre. Un sabotage dans les cuisines, un refus collectif de travailler. Mais ces actes de rébellion étaient extrêmement risqués. Le système était conçu pour briser toute tentative de contestation. Les espions étaient aussi présents parmi les serviteurs. La délation était encouragée, la punition pour les meneurs était toujours spectaculaire, une exécution publique destinée à terroriser les autres et à rétablir l'ordre. La plupart du temps, la souffrance restait silencieuse, une tragédie invisible aux yeux du monde. Leur vie et leur mort ne laissaient aucune trace dans les chroniques, mais c'est sur elles que reposait tout l'édifice social et militaire du château. Ce fragile équilibre de domination et de soumission était mis à l'épreuve ultime lorsque l'ennemi apparaissait enfin à l'horizon. Le son du corps d'alerte, résonnant depuis la plus haute tour, changeait tout. En un instant, le château se refermait sur lui-même comme un point de pierre. Les portes massives se fermaient dans un grincement sinistre. La herse s'abattait, le pont-levis se relevait. Le microcosme du château, avec ses intrigues et ses misères quotidiennes, était coupé du monde extérieur. Il devenait ce pourquoi il avait été conçu. Une forteresse assiégée, la guerre cessait d'être une menace lointaine. Elle était là, au pied des murailles, et elle promettait un festin écarlate dont le château lui-même serait le plat principal. La psychologie du siège était une descente aux enfers. Au début, il y avait souvent une forme d'euphorie, l'adrénaline, le défi. Les défenseurs, bien protégés sur leurs remparts, pouvaient narguer les assaillants. Ils repoussaient les premiers assauts avec une confiance arrogante, faisant pleuvoir une grêle de flèches, de carreaux d'arbalètes et de pierres sur les échelles dressées contre les murs. La poix bouillante et le sable chauffé à blanc infligèrent des blessures atroces à ceux qui parvenaient à atteindre le sommet des murailles. Le château semblait imprenable, un havre de sécurité au milieu du chaos, mais ce sentiment était un leurre. Car le temps, qui avait été l'ennemi du bâtisseur, devenait maintenant le pire ennemi des assiégés. Un siège ne teste pas la solidité des murs, mais la fragilité des âmes qu'il renferme. L'enfer commençait véritablement avec l'arrivée de l'artillerie de siège. Le rugissement des trébuchets, ces monstrueux lance-pierres capables de projeter des blocs de plusieurs centaines de kilos à des distances considérables, était terrifiant. Chaque impact faisait trembler la forteresse jusqu'à ses fondations. Les murs commençaient à se fissurer. La vie à l'intérieur devenait un cauchemar incessant. On ne dormait plus. Le bruit était constant, le danger permanent. Une pierre lancée au hasard pouvait pulvériser un homme sur le chemin de ronde ou s'écraser sur un toit, semant la mort et la panique. Les attaquants ne lançaient là pas seulement des pierres, ils utilisaient la guerre biologique la plus primitive qui soit. Des carcasses d'animaux et parfois de soldats morts étaient catapultés par-dessus les murs pour propager les maladies et miner le moral des défenseurs. Puis venait la faim, lentement, insidieusement. Les réserves de nourriture, si vastes qu'elles aient pu paraître au début, commençaient à diminuer. Les rations étaient réduites jour après jour. On mangeait d'abord les animaux, les chevaux, les chiens, les chats, puis les rats qui infestaient les souterrains.
puis le cuir des ceintures et des chaussures, bouilli pour en faire une sorte de soupe gélatineuse. La soif était encore plus terrible. Si le puits du château venait à s'assécher ou à être contaminé, la situation devenait désespérée. Les gens buvaient leur propre urine. La faim et la soif transforment les hommes en bêtes. Les liens sociaux se désagrégeaient. Le voisin devenait un rival pour une miche de pain. La suspicion et le désespoir remplacèrent le courage et la solidarité. Dans les cas les plus extrêmes, le tabou ultime était brisé. Le cannibalisme. Des chroniques de siège, comme celui d'Antioche pendant la première croisade, décrivent sans phare des scènes où les assiégés affamés déterraient les morts pour les dévorer. Seriez-vous capable de commettre l'irréparable pour survivre un jour de plus? Le château, ce symbole de protection, devenait une prison mortelle, une souricière de pierre qui dévorait ses propres habitants. La trahison devenait une tentation irrésistible. Un soldat pouvait ouvrir une poterne à l'ennemi en échange de sa vie et d'une récompense. Une miche de pain, une gorgée d'eau, la promesse de sauver sa famille, tout pouvait devenir le prix d'une trahison. Le Seigneur devait se méfier non seulement de l'ennemi extérieur, mais aussi de ses propres hommes, affaiblis, affamés et désespérés. Face à cette agonie lente, l'ingéniosité des deux camps atteignait des sommets de créativité et de cruauté. Les attaquants creusaient des tunnels, des sapes, sous les murs. Leur but était de provoquer l'effondrement d'une tour ou d'une courtine. Les défenseurs, pour les contrer, creusaient des contresapes, menant à de terribles combats souterrains, à la lueur des torches, dans des boyaux étroits où l'on se battait au poignard et à la pioche. Des tours de siège, gigantesques constructions de bois sur roues, plus hautes que les murailles, étaient poussées contre les murs, déversant des vagues d'assaillants sur les remparts. Les défenseurs tentèrent de les incendier avec des flèches enflammées. La guerre devenait une science, une course contre la montre entre l'ingéniosité de l'attaque et la résilience de la défense. Parfois, face à une situation sans espoir, les assiégés tentaient le tout pour le tout, une sortie. Une attaque surprise et désespérée contre le camp ennemi, menée à l'aube ou au milieu de la nuit. C'était souvent une mission suicide, mais elle pouvait réussir à détruire un trébuchet, à incendier les réserves de l'ennemi ou à briser le moral des assiégeants. C'étaient des moments d'héroïsme pur nés du désespoir le plus total. Le destin du château se jouait en quelques heures de combat frénétique. Si la sortie échouait, il ne restait plus que deux options, se rendre ou mourir jusqu'au dernier. La reddition était un pari. Si les conditions étaient négociées, on pouvait avoir la vie sauve. Mais si le château était pris d'assaut, la loi de la guerre était impitoyable. Pillage, massacre, viol. Personne n'était épargné. Le château violé et conquis devenait le tombeau de ses défenseurs. Vous êtes le commandant d'une forteresse assiégée. La nourriture est épuisée, vos hommes meurent de faim. L'ennemi propose une reddition. Votre vie sera épargnée, mais toute votre garnison sera réduite en esclavage. Que faites-vous? Vous vous rendez pour survivre seul ou vous combattez jusqu'à la mort avec vos hommes? Faites votre choix dans les commentaires. Au milieu de cet enfer de feu et d'acier, une figure est souvent oubliée des récits épiques ou reléguée à un rôle passif de belle dame à sauver. C'est une erreur profonde. Sur les remparts, au cœur de la défense, les femmes du château jouaient un rôle aussi crucial que celui des hommes. Elles n'attendaient pas passivement leur sort dans une tour, elles se battaient. On les voyait courir le long des chemins de ronds, apportant des flèches et des carreaux aux archers, de l'eau aux combattants assoiffés. Et surtout, les terribles projectiles qui faisaient la réputation des défenses de château. Des chaudrons de poix bouillante, d'eau ou de sable brûlant à verser sur les assaillants. Elles soignaient les blessés dans des conditions effroyables, arrachant des pointes de flèches, amputant des membres avec des scies rudimentaires, sans aucune anesthésie. Leur courage était souvent la clé qui permettait de tenir un jour de plus. La dame du château, la châtelaine, n'était pas une créature fragile et oisive. En l'absence de son mari, parti à la guerre ou à la croisade, elle devenait le commandant suprême de la forteresse. Elle n'était pas seulement une administratrice, elle était une stratège militaire. C'est elle qui organisait le rationnement, qui inspectait les défenses, qui donnait les ordres à la garnison. Et les hommes lui obéissaient. Son autorité n'était pas seulement symbolique, elle était réelle et souvent impitoyable.
L'histoire est remplie d'exemples de ces femmes extraordinaires qui ont personnellement dirigé la défense de leur château avec une ténacité et une intelligence qui forçaient l'admiration de leurs ennemis. Jeanne de Flandre, surnommée Jeanne la Flamme, défendant la ville d'Hennebont en 1342, n'a pas hésité à enfiler une armure et à mener une sortie à la tête de ses troupes pour incendier le camp ennemi. Le mariage, nous l'avons vu, était un outil politique. La femme était souvent une pièce sur un échiquier, mais une fois devenue maîtresse du château, son rôle changeait. Elle était la gardienne de la lignée, la protectrice du foyer, qui était aussi une forteresse. Sa plus grande bataille personnelle n'était cependant pas contre un ennemi extérieur, mais dans sa propre chambre. L'accouchement était un événement d'une dangerosité extrême, l'hygiène déplorable et le manque de connaissances médicales rendaient chaque naissance un pari avec la mort. De nombreuses femmes, nobles ou roturières, mouraient en couches, et si la mère survivait, l'enfant, lui, était d'une fragilité incroyable. La mortalité infantile était si élevée que l'on attendait souvent plusieurs semaines, voire plusieurs mois, avant de célébrer une naissance et de donner un nom à l'enfant. La plus grande forteresse du château n'était pas son donjon, mais la volonté d'une femme défendant sa lignée. Bien sûr, toutes les femmes du château ne portaient pas l'armure. La vie des servants, des femmes de chambre, des cuisinières était une lutte d'un autre ordre. Elles étaient au bas de l'échelle sociale et leurs conditions étaient précaires. En plus du travail acharné, elles vivaient sous la menace constante de la violence, y compris sexuelle. Un soldat, un chevalier ou même le seigneur pouvaient abuser d'elles en toute impunité. Une grossesse non désirée était une catastrophe qui pouvait leur coûter leur place et les jeter à la rue sans aucun recours. Pourtant, au sein de cette dure réalité, elles créaient des réseaux de solidarité, s'entraidaient, partagèrent leurs peines et leurs rares joies. Elles étaient la mémoire vivante du château, connaissant tous les secrets, tous les scandales, toutes les tragédies cachées derrière les murs de pierre. Cette force d'âme, cette capacité à endurer et à survivre, était souvent puisée dans une foi profonde. Mais la religion à l'intérieur du château n'était pas qu'une source de réconfort. C'était aussi un instrument de pouvoir et une source de terreur. Dans la chapelle du château, on ne priait pas seulement pour le salut de son âme. On priait pour la victoire, pour la fertilité de la châtelaine, pour la protection contre les ennemis visibles et invisibles. Le prêtre du château, le chapelain, était une figure centrale. Il était le guide spirituel, mais aussi souvent le seul homme lettré, servant de secrétaire, de conseiller et parfois d'espion pour le seigneur. Sa loyauté pouvait faire ou défaire la fortune de la maison. La foi était un pilier de l'ordre social, mais elle était intimement mêlée à une mer de superstitions bien plus anciennes. La chapelle était le cœur spirituel du château. C'était souvent l'un des premiers bâtiments construits en pierre, un signe de l'importance de la foi. Elle abritait parfois des reliques sacrées, un fragment d'os, d'un saint, un morceau de la vraie croix. Ces objets n'étaient pas seulement des symboles de piété. Ils étaient considérés comme de puissants talismans, des boucliers divins capables de rendre la forteresse invincible. Perdre une relique était un désastre, non seulement spirituel, mais aussi militaire. On pensait que le château, privé de sa protection divine, était condamné. Cette foi officielle, dictée par l'Église, cohabitait avec un univers de croyances païennes, de peurs ancestrales qui refusaient de mourir. La nuit, le monde appartenait aux esprits, aux démons et aux créatures maléfiques. Dans l'ombre des crucifix, les vieux démons païens n'étaient jamais vraiment morts. La peur du diable était omniprésente. Chaque événement inexpliqué, une maladie soudaine, une série de mauvaises récoltes, la mort d'un animal, pouvait être attribué à une intervention maléfique. Pour se protéger, on multipliait les rituels. On gravait des signes protecteurs sur les portes, on portait des amulettes, on récitait des formules à moitié chrétiennes, à moitié magiques. Mais la peur la plus insidieuse était celle de l'ennemi intérieur, la sorcière. Dans l'espace clos et anxiogène du château, la paranoïa pouvait rapidement s'enflammer. Une vieille femme qui connaissait les herbes médicinales, une voisine avec qui l'on s'était disputé, une servante un peu trop belle. N'importe qui pouvait être accusé de sorcellerie. L'accusation était une arme terrible, souvent utilisée pour se débarrasser d'un ennemi personnel ou d'une personne gênante. Une fois l'accusation portée, l'engrenage était infernal. Il n'y avait pas de présomption d'innocence. Le but n'était pas de découvrir la vérité,
mais d'obtenir des aveux. La torture était la méthode la plus courante. Dans les souterrains humides et sombres du château, les accusés subissaient des supplices effroyables. Le chevalet, le brodequin, la poire d'angoisse, sous la douleur, la plupart des victimes avouaient n'importe quoi, avoir pactisé avec le diable, dansé au sabbat, jeté des sorts. Ces aveux confirmaient les peurs de la communauté et justifiaient une exécution publique généralement par le feu. La chasse aux sorcières n'était pas seulement une explosion de fanatisme, c'était aussi une soupape de sécurité pour une société angoissée, un moyen de trouver un bouc émissaire pour tous les malheurs qui la frappaient. Des châteaux entiers ont acquis la réputation d'être maudits, des histoires de dames blanches, de moines sans tête, de bruits de chaînes la nuit. Ces légendes n'étaient souvent que la mémoire déformée de drames réels qui s'étaient joués entre ces murs. Un meurtre jamais élucidé, une injustice criante, une souffrance insupportable. La peur devenait une force matérielle capable de provoquer des hystéries collectives. Les habitants finissaient par croire que leur forteresse était habitée par des forces maléfiques, rendant la vie à l'intérieur encore plus terrifiante. La menace la plus effrayante n'était pas l'armée ennemie, mais le doute qui s'insinuait dans les esprits, la peur que le mal ne soit pas à l'extérieur, mais déjà à l'intérieur, caché derrière un visage familier. Et cette peur était souvent justifiée, car les démons les plus dangereux portaient rarement des cornes et des queues fourchues. Le plus grand danger pour un château ne venait que rarement de l'extérieur. Il naissait le plus souvent à l'intérieur même des murs les mieux gardés. Les plus hautes murailles ne protègent jamais du poignard tenu par une main amie. L'histoire des dynasties féodales est une longue et sanglante litanie de guerres intestines, de complots familiaux et de trahisons. La structure même du pouvoir, basée sur l'héritage, créait une compétition féroce. Le château, symbole de ce pouvoir, devenait une cage dorée où chaque membre de la famille était un rival potentiel et parfois un meurtrier en puissance. La lutte pour la succession était la source des conflits les plus violents. Les frères se battaient contre les frères, les fils contre leur père. Le fratricide n'était pas une anomalie, c'était une pratique courante pour s'assurer un héritage sans partage. Imaginez la tension au sein de la famille seigneuriale. Le fils aîné, l'héritier, vit dans la crainte constante d'être éliminé par ses cadets ambitieux. Le seigneur lui-même, en vieillissant, doit se méfier de son propre fils, impatient de prendre sa place. Chaque alliance matrimoniale censée renforcer la famille introduisait une nouvelle pièce pleine d'ambitions étrangères dans l'échiquier. L'épouse du seigneur, si elle se sentait menacée ou si elle voulait assurer l'avenir de son propre fils au détriment de ses beaux-fils, pouvait devenir la pire des ennemis. Les histoires d'empoisonnement de reines et de régents y sont légion. Le poison, encore et toujours, était l'arme de choix. Discret, efficace, il permettait de simuler une mort naturelle et d'éviter une guerre civile ouverte. Le château lui-même était conçu pour la trahison. Les passages secrets, les escaliers dérobés, les murs à double paroi avec des espaces pour écouter les conversations. Ces éléments, souvent romancés, avaient une fonction bien réelle. Ils permettaient au seigneur d'espionner ses invités et sa propre famille. Mais ils pouvaient aussi être utilisés contre lui par ceux qui connaissaient ses secrets. Un amant de la châtelaine pouvait être introduit dans le château par un passage secret pour assassiner le mari jaloux. Un vassal mécontent pouvait utiliser un tunnel oublié pour faire entrer des soldats ennemis au cœur de la forteresse. Le château n'était pas une structure monolithique, c'était un labyrinthe plein de pièges et de secrets, où la connaissance d'un passage caché pouvait valoir plus qu'une armée. La trahison pendant un siège était le crime suprême, mais aussi le plus tentant. Lorsqu'une garnison était affamée et sans espoir, la promesse d'or ou de vie sauve faite par l'ennemi pouvait être plus forte que n'importe quel serment de loyauté. L'histoire du château Gaillard, la forteresse réputée imprenable de Richard Cœur de Lion en Normandie, est emblématique. Elle ne tomba pas seulement à cause de la puissance des engins de siège du roi de France Philippe Auguste, mais aussi à cause d'une faille inattendue. Un soldat français réussit à s'introduire dans le château par les latrines, une voie d'accès jugée impossible, et à ouvrir la porte de l'intérieur. La forteresse la plus sophistiquée de son temps fut vaincue par l'audace d'un seul homme et une négligence impardonnable. Les guerres internes n'étaient pas seulement le fait des familles nobles.
La rivalité pouvait exister entre les chevaliers du seigneur, chacun cherchant à obtenir plus de terres, plus de prestige. Les jalousies et les haines recuites pouvaient exploser au grand jour lors d'un banquet trop arrosé ou se régler discrètement dans un coin sombre de la cour. La loyauté était une denrée rare et précieuse. Un seigneur devait constamment s'assurer de la fidélité de ses vassaux par des dons, des promesses, mais aussi par la peur. Il prenait souvent en otage les enfants de ses vassaux, les élevant dans son propre château. Officiellement, c'était un honneur, une façon de leur donner une bonne éducation. En réalité, c'était des garanties vivantes de la bonne conduite de leur père. Le château était un univers de faux-semblants. Le code de l'honneur chevaleresque, avec ses idéaux de loyauté, de courage et de protection des faibles, était constamment proclamé. Mais la réalité était bien différente. Cet idéal servait souvent de masque à une ambition dévorante et à une cruauté sans limite. Les mêmes chevaliers qui juraient de protéger la veuve et l'orphelin n'hésitaient pas à massacrer des paysans désarmés ou à trahir leur suzerain si l'occasion se présentait. Le château était le théâtre de cette contradiction permanente entre l'idéal affiché et la brutalité des actes. Il était la preuve en pierre que dans la lutte pour le pouvoir, les seuls principes qui comptaient vraiment étaient la force et la ruse. Vous êtes le conseiller d'un seigneur paranoïaque. Son frère, un guerrier populaire, est accusé de complot sur la base de rumeurs. Le seigneur vous demande votre avis. Le condamné à mort renforcerait son autorité mais risquerait de déclencher une révolte. L'épargner serait vu comme un signe de faiblesse. Que conseillez-vous, l'exécution ou la pitié? Partagez votre décision et vos raisons dans les commentaires. Cette tension entre l'idéal chevaleresque et la violence réelle trouvait son expression la plus spectaculaire dans les tournois. Loin de l'image romantique de joutes élégantes pour les beaux yeux d'une dame, le tournoi médiéval était au départ une véritable bataille rangée. Un exercice militaire grandeur nature appelé mêlée. Deux équipes de chevaliers, parfois des centaines, s'affrontaient dans un espace délimité avec pour objectif de capturer les chevaliers adverses et d'exiger une rançon. Les armes étaient théoriquement courtoises, c'est-à-dire émoussées, mais dans le feu de l'action, les coups étaient déportés avec une violence inouïe. Les blessures graves étaient monnaie courante et les morts fréquents. Le tournoi était une guerre en habit de fête, où l'on pariait sur la gloire et l'on récoltait des os brisés. L'Église a condamné les tournois à plusieurs reprises, les qualifiant de spectacles diaboliques, où l'orgueil, la cupidité et la violence se déchaînaient. Mais rien n'y faisait. Les seigneurs et les chevaliers adoraient cette pratique. C'était l'occasion de démontrer sa prouesse au combat, d'acquérir de la renommée et surtout de gagner beaucoup d'argent. Un chevalier victorieux pouvait s'emparer des chevaux et des armures de ses adversaires capturés. Une fortune considérable à l'époque. À l'inverse, un chevalier vaincu pouvait tout perdre et se retrouver ruiné, contraint de vendre ses terres pour payer sa rançon. Le tournoi était un immense marché de la vanité et un jeu de hasard aux enjeux colossaux. Au fil du temps, les tournois se sont progressivement civilisés, notamment avec l'essor de la joute, ce face-à-face à la lance qui est devenu l'image d'Épinal de la chevalerie. Mais même la joute restait un sport extrêmement dangereux. Un choc de lance pouvait briser les os, perforer un poumon ou projeter un chevalier de sa selle, entraînant une chute mortelle. Le roi de France Henri II mourut en 1559 des suites d'une blessure reçue lors d'une joute, un éclat de lance ayant pénétré son œil. L'armure de plate, si impressionnante, n'était pas une garantie de survie. Elle protégeait des coupures, mais l'impact d'une lance ou d'une masse d'armes pouvait provoquer de terribles traumatismes internes. Le tournoi était aussi une arène politique. C'était là que les seigneurs rivalisaient de faste, organisant des événements somptueux qui duraient plusieurs jours, avec des banquets, des danses et des cérémonies. C'était une démonstration de puissance et de richesse. C'était aussi un lieu de rencontre où l'on pouvait négocier des alliances, arranger des mariages ou même fomenter des complots. Sous le prétexte des festivités, des armées entières pouvaient être rassemblées. Un tournoi pouvait être le prélude à une guerre ou au contraire une tentative de réconciliation entre des ennemis jurés. Le terrain du tournoi, à l'extérieur des murs du château, devenait une extension de la scène politique qui se jouait à l'intérieur. Le paradoxe de la culture chevaleresque était immense.
Le code de l'honneur exigeait la loyauté, la générosité, la protection des faibles. Mais la réalité économique de la chevalerie était basée sur la guerre et le pillage. Un chevalier sans guerre était un chevalier sans revenu. En temps de paix, beaucoup se transformaient en véritables bandits de grands chemins, rançonnant les marchands et terrorisant les paysans. Le tournoi était un exutoire pour cette violence endémique, une façon de la canaliser et de lui donner un cadre plus ou moins contrôlé. Mais il ne faut pas s'y tromper. L'éclat des armures et la beauté des bannières cachaient une réalité faite de brutalité, de douleur et d'une recherche effrénée de profit et de gloire. Cette société guerrière, symbolisée par le chevalier en armure et le château de pierre, dominait l'Europe depuis des siècles. Elle semblait éternelle, immuable. Le château était le pilier de cet ordre féodal, l'ancre de pierre qui maintenait chaque homme à sa place. Rien ne semblait pouvoir ébranler ces géants qui avaient résisté à d'innombrables sièges, aux famines, aux révoltes. Mais un nouveau bruit commençait à se faire entendre sur les champs de bataille. Un bruit sourd, une détonation qui ne ressemblait à rien de connu. C'était le son de la poudre à canon. Et ce son annonçait non seulement la fin du château fort, mais la fin d'un monde. L'agonie des géants de pierre avait commencé. Imaginez le choc, la stupeur des défenseurs sur les remparts d'un château assiégé, habitués au sifflement des flèches et au fracas des trébuchets, lorsqu'ils virent, pour la première fois, ces étranges tubes de métal cracher le feu dans un nuage de fumée noire. Puis, l'impact. Un boulet de canon en fer ou en pierre, projeté à une vitesse inouïe, frappant la muraille. Pas un choc sourd qui secoue la structure, mais un impact dévastateur qui pulvérise la pierre, creusant un cratère fumant là où se trouvait une maçonnerie qui avait résisté pendant des siècles. Le canon n'ébréchait pas les murs, il les démolissait. Ce fut une révolution, une rupture technologique aussi importante que l'invention de l'arme nucléaire en son temps. La poudre à canon n'a pas seulement abattu les murs des châteaux, elle a fait s'effondrer un millier d'années de certitude. Les premières armes à feu étaient primitives, imprécises et lentes à recharger. Elles explosaient souvent, tuant leurs propres servants. Les défenseurs des châteaux les ont d'abord méprisées. Mais la technologie s'est améliorée à une vitesse fulgurante. Les canons sont devenus plus gros, plus puissants, plus fiables. Les tactiques de siège ont été complètement transformées. Il ne s'agissait plus de grimper sur les murs ou de les saper, mais de les pilonner méthodiquement, jour et nuit, jusqu'à ce qu'une brèche soit ouverte. Une fois la brèche créée, l'assaut de l'infanterie pouvait commencer. Les hauts murs verticaux, qui étaient la plus grande force des châteaux médiévaux, devinrent leur plus grande faiblesse. Ils offraient une cible parfaite et s'effondraient de manière spectaculaire sous le bombardement. La chevalerie elle-même devint obsolète. À quoi bon une armure de plate coûtant une fortune si un simple soldat équipé d'un arquebuse pouvait la percer à distance? Le chevalier, ce guerrier d'élite qui dominait le champ de bataille depuis si longtemps, fut balayé par l'infanterie armée de piques et d'armes à feu. La guerre changeait de nature. Elle devenait moins une affaire de courage individuel et de prouesse qu'une question de puissance de feu et de discipline collective. Les rois et les princes, qui pouvaient se permettre de financer de coûteuses armées permanentes et des parcs d'artillerie, prirent l'ascendant sur la noblesse féodale. Le pouvoir se centralisait. Le château, symbole de l'indépendance et du pouvoir local du seigneur, devint un anachronisme. Les châteaux ont tenté de s'adapter. On a construit des murs plus bas et plus épais, des bastions en forme d'étoile capables de mieux absorber les tirs d'artillerie et de fournir des plateformes pour ses propres canons. C'est la naissance de la fortification moderne. Mais ces transformations étaient coûteuses et ne faisaient que retarder l'inévitable. Pour la plupart des anciens châteaux médiévaux, la messe était dite. Ils avaient perdu leur raison d'être militaires. Leur crépuscule avait commencé. Beaucoup furent simplement abandonnés. Leurs pierres furent pillées par les paysans pour construire des maisons et des granges. La nature a commencé à reprendre ses droits, les lierres envahissant les murs, les toits s'effondrant, transformant lentement les fiers symboles du pouvoir en ruines romantiques. D'autres connurent une nouvelle vie, mais au prix de leur âme. Les plus grands et les mieux situés furent transformés en palais luxueux. On perça de grandes fenêtres à la place des meurtrières, on abattit les murs intérieurs pour créer des salles de bal et des galeries d'art. Le confort et l'apparat remplacèrent la sécurité et la défense.
Le château cessa d'être une forteresse pour devenir une résidence de plaisance, un symbole de statut social plutôt que de puissance militaire. D'autres encore, moins chanceux, furent convertis en prison, en caserne, en entrepôt. Leurs salles autrefois nobles résonnaient désormais des cris des prisonniers et des ordres des sergents. Le château, qui avait été la cage dorée de ses maîtres, devenait la prison sordide de leurs ennemis. C'était l'ultime ironie de leur histoire. Ils étaient nés pour la violence, et beaucoup finirent leur vie en servant d'instrument à la justice, ou plutôt à la vengeance des nouveaux maîtres. Le géant de pierre, réduit au silence, n'était plus qu'un témoin impuissant de la fin de l'ère qu'il avait vu naître. L'abandon progressif des châteaux a laissé un vide physique dans le paysage, mais aussi un vide dans l'imaginaire collectif. Ces carcasses de pierre, silencieuses et énigmatiques, ne pouvaient que susciter des questions. Que s'était-il passé entre ces murs? Quel drame, quel secret cachait-il? La mémoire populaire, faute de chroniques écrites, a comblé ce vide en créant des légendes. C'est ainsi que sont nés les fantômes. La dame blanche qui pleure son amant assassiné, le chevalier sans tête qui galope les nuits de pleine lune. Chaque légende est l'écho déformé d'une tragédie historique. Le fantôme n'est pas un esprit errant. Il est la mémoire des pierres, la cicatrice émotionnelle laissée par la violence et la souffrance. Le château, après sa mort physique, commençait une seconde vie, une vie de mythe. Au XIXe siècle, avec le mouvement romantique, les châteaux en ruine devinrent à la mode. Les poètes, les peintres, les écrivains y voyaient le symbole d'un passé idéalisé, un monde de chevaliers courageux et de dames gracieuses. Les aristocrates se mirent à restaurer, parfois de manière fantaisiste, les châteaux de leurs ancêtres. Les premiers touristes et les chasseurs de trésors commencèrent à explorer ces ruines, espérant y trouver des coffres remplis d'or ou des joyaux oubliés. Ils ne trouvaient le plus souvent que des pierres et des ossements. Mais cela ne faisait qu'alimenter le mystère. Le château était devenu un décor, une toile de fond pour des rêves de gloire et d'aventure qui n'avaient que peu de rapport avec sa réalité historique. Puis, une nouvelle science est apparue, l'archéologie. Les archéologues ne cherchaient pas de trésors. Ils cherchèrent la vérité. Avec leurs truelles, leurs pinceaux et leur patience infinie, ils ont commencé à faire parler les ruines. Et ce que les pierres leur ont raconté était une histoire bien différente des légendes et des romans. Sous les couches de terre et de débris, ils n'ont pas trouvé les couronnes des rois, mais les objets de la vie quotidienne. Un dé à coudre en os, utilisé par une servante. Un jouet d'enfant en bois, perdu dans la cour il y a 800 ans. Les restes d'un repas dans une fosse à ordures, révélant le régime alimentaire de la garnison. Chaque artefact, même le plus humble, était une pièce du puzzle, un témoignage direct d'une vie vécue et disparue. Les découvertes les plus poignantes sont souvent les plus macabres. Dans les douves d'un château, les archéologues peuvent trouver les squelettes des soldats tués pendant un assaut, jetés là, sans cérémonie. Dans une fosse commune à l'intérieur des murs, les victimes d'une épidémie, enterrées à la hâte pour éviter la contagion. L'étude de ces ossements peut nous en apprendre énormément. Leur âge, leur sexe, les maladies dont ils souffraient, les blessures qui les ont tués. L'archéologie a donné une voix aux sans-voix à cette armée invisible de serviteurs, de soldats et de paysans dont les chroniques ne parlent jamais. Le château n'est plus seulement un monument militaire et politique, il est devenu un document historique inestimable, un livre de pierre qui raconte la véritable histoire de la survie au Moyen-Âge. Aujourd'hui, les ruines des anciens châteaux sont souvent des lieux paisibles, des attractions touristiques où l'on prend de belles photos. Le cri des corbeaux a remplacé le cri des mourants. L'herbe pousse là où le sang a coulé. Mais les pierres, elles, se souviennent de tout. Elles se souviennent de la sueur et du sang des bâtisseurs, des murmures des comploteurs dans la grande salle, des larmes des femmes dans les chambres et du désespoir des assiégés sur les remparts. Elles sont les derniers témoins d'un monde de violence et de fureur, mais aussi d'un monde de résilience, d'ingéniosité et d'une incroyable volonté de survivre. Le château nous enseigne une leçon fondamentale. La civilisation est une fine pellicule de glace sur un océan de chaos, et ces forteresses ont été construites précisément sur cette ligne de fracture. Alors que nous quittons ces murs silencieux, une dernière question se pose. Le château est-il simplement une relique du passé,
Où son histoire résonne-t-elle encore aujourd'hui? Les luttes de pouvoir, la peur de l'autre, la recherche de sécurité derrière des murs, qu'ils soient de pierre ou de préjugés. L'écho du château ne s'est peut-être jamais vraiment éteint. Il nous rappelle que la paix est fragile, que la survie est un combat, et que les fantômes les plus terrifiants sont ceux que nous créons nous-mêmes, par notre ambition, notre cupidité et notre peur. Le dernier secret de la forteresse endormie n'est pas un trésor caché, mais un miroir. Un miroir de pierre qui nous renvoie notre propre reflet à travers les âges. Imaginez que vous ayez une machine à remonter le temps. Vous avez un choix unique et irréversible. Option 1. Vous transformez les ruines en un monument parfaitement restauré, un musée silencieux et magnifique pour les générations futures. Option 2. Vous choisissez de vivre, pendant 24 heures seulement, la vie réelle et brutale du château à son apogée, avec tous ses dangers, ses odeurs et sa cruauté. Quelle expérience choisissez-vous? Écrivez monument ou vie dans les commentaires, car votre réponse révèle ce que vous cherchez vraiment dans l'histoire.